cette vidéo, eh bien comme vous avez dû le voir dans le titre, c'est pour faire ma palle du challenge de Stéphanie, de Steph Bookin, enfin Steph Piketty, selon si vous êtes sur Instagram ou pas, ou sur YouTube. Et donc c'est son challenge, c'est le mois de la fantaisie, au mois de mai, donc du 1er au 30 ou 31, je sais plus. Et voilà, elle nous a fait 8 catégories, assez simples cette année, on vous l'avouera, mais c'est tant mieux, parce que je vous avoue que moi les challenges qui sont un peu farfelu, c'est un peu en mode doucement les gars, faut qu'on suive. Donc voilà, il y a 8 catégories si je me trompe pas. Il y en a une d'ailleurs qui me pose un peu problème, donc je vais voir ce que je vais y mettre dedans ou si je vais tout simplement pas la faire. Mais je vais vous montrer du coup de la pile à lire que je compte lire pendant ce challenge, sachant qu'il y a déjà un autre challenge que je compte faire, enfin même deux, le Tarot Book Challenge et le Flower Book Challenge. Donc je vais essayer justement de réunir certaines catégories les unes avec les autres pour ne pas non plus avoir 3 palles différentes à lire pendant ce même mois. Donc voilà, on va tout de suite avec les lectures que je compte faire. Donc je vous explique, mais c'est un mois de la fantaisie, mais fantaisie au sens large, elle a dit, c'est vraiment dans l'imaginaire. Donc ça peut être de la fantaisie, ça peut être de la romantaisie, ça peut être de la science-fiction, ça peut être des contes imaginaires, enfin voilà, tout ce genre là, donc voilà, ça m'arrange aussi parce que je vous avoue que fantaisie pure, j'en ai pas toujours énormément. Et donc là je vais vous parler de la première catégorie, elle a mis magie et sorcellerie. Je vous avoue que là, j'ai quand même bien bingé tout ce qui est romantici, fantastique et tout dans ma palle. Donc j'ai eu un peu de mal cette fois à trouver des livres qui rentraient dans ces catégories. Mais je me suis quand même acharnée. Donc en plus, c'est la lecture commune, donc ça tombe parfait. J'ai décidé de mettre dans cette catégorie Podam, le tome 1, Les Lilas du Roi. On est sur l'histoire de cette jeune fille qui est en fait la fille du roi. Elle est censée être l'héritière puisque c'est sa seule progéniture. Mais ce roi en a décidé autrement, il ne veut pas faire d'elle son héritière. Et donc du coup, si j'ai bien compris, il va décider de la marier, mais visiblement... Alors j'ai pas trop compris dans le résumé si c'est la marier à quelqu'un d'autre ou si c'est la marier à lui-même. Puisqu'en plus il est appelé le roi fou, je suppute que peut-être ça serait marié à lui-même. Et donc cette jeune fille va finalement finir par se rebeller et décider de laisser exploser sa rage. Et donc je vois bien qu'il y a un petit effet là bestial, et d'ailleurs on voit qu'il y a une bête. Donc je me demande si elle va pas passer un pacte justement avec une sorcière et être transformée en bête, un peu en mode comme dans Rebelle quand l'autre, la mère est transformée en ours ou voilà. Donc on va voir ce que ça va donner, j'ai très hâte. J'ai déjà vu beaucoup de bons retours, au niveau de la pagination je vois que c'est quand même écrit assez en mode jeunesse. Donc ça va être super chouette. Il y a plusieurs illustrations aussi tout au long du bouquin. Donc voilà, j'ai très hâte de lire cette lecture. Et j'ai oublié de dire aussi qu'elle allait faire des lectures communes, donc une par semaine. Et en l'occurrence, la première semaine, le 5 mai, c'est celle-ci qui va être en lecture commune. Les autres, je vais pas les faire, donc je vais pas vous en parler. Mais celle-ci, je compte bien la faire. Voilà, très clairement, elle me plaît beaucoup. Donc allons-y Guingamp. Ensuite, elle a pris la catégorie Cozy, Cozy Fantasy ou alors Quête. Je vous avoue que du Cozy, j'en ai en numérique, mais là, j'aimerais bien avancer ma palle papier. Donc je suis plutôt partie du côté quête et je vais écouter en audio justement parce que je vais les acheter au fur et à mesure le nouveau Kéléana qui va sortir. Donc là c'est la lame de l'assassineuse qui sort en collector et que du coup je vais d'abord écouter en audio pour après l'acheter en collector, histoire que quand je l'achète il va pas dans ma palle, il va directement dans ma bibliothèque. Donc on est sur l'histoire de Kéléana. C'est une jeune femme qui est une assassineuse comme le titre l'indique et qui a été enfermée dans les mines de sel après avoir été chopée très clairement. Mais c'est un endroit où quand on y reste, eh bien on y meurt très rapidement, on vit maximum de mois. Et elle, ça fait plus d'1 an dans le tome 1 qu'elle y est et eh bien elle survit et beaucoup de personnes se demandent comment c'est possible jusqu'au jour où le fils du roi, le prince de ce royaume conquérant, va décider de venir la chercher et de la ramener au palais parce que son père est à la recherche d'un nouveau champion, d'un nouveau exécuteur et donc il se dit que autant proposer ce champion là parce qu'en fait il va y avoir justement une espèce de concours, des épreuves pour devenir le champion du roi. Donc il dit je vais demander à cette fille qui a l'air d'être une fille assez badass pour être la plus grosse assassineuse du continent. Donc il la récupère et en échange elle aura sa liberté une fois son contrat terminé. Donc elle accepte évidemment parce que c'est soit ça, soit elle meurt dans les mines de sel. Et vous allez suivre du coup dans le tome 1 tout le périple justement, toutes les épreuves qu'elle va faire pour devenir champion. Et après, évidemment, ça se suit. Là, dans le tome que je vais lire, La Lame de l'Assassineuse, c'est un préquel. Donc, on revient justement avant le pacte qui est passé dans le 1. Moi, j'ai déjà lu le 1 et le 2. Et donc là, il y a le préquel qui va sortir. Alors, certains disent que le préquel, il faut le lire après le 2, après le 3, et qu'il faut le lire en premier. Je sais pas, moi, je vais le lire comme ils sortent. Et puis, on verra bien. Pour le moment, ça me va très bien. J'ai très bien compris. Certains disent qu'il y a certains enjeux dans le 1 et le 2 qu'on comprend pas.
Moi, j'ai pas ressenti ça, donc voilà. Après, on a la catégorie qui va me poser problème, dark fantasy et horreur. Je n'en lis pas. Donc voilà, ça c'est dit. Donc possiblement, ce que je pense que je vais faire, c'est qu'elle avait parlé de la Guilde des Ombres dans sa vidéo explicative. J'ai lu le tome 1, partie 1, mais je n'ai pas les autres. Et comme je vous ai dit, je n'ai pas envie de m'encombrer de livres que je n'ai pas, encore moins pour des challenges, parce que je me dis que les challenges sont justement faits pour vider nos pales. Mais je me dis que sur Audible, j'ai de cette même autrice, La Reine Courtisane, et comme je sais qu'elle a tendance à faire du adulte et du adulte assez dark, je me dis que potentiellement, celui-ci rentrera peut-être dans ces catégories. Je n'en sais rien, mais de ce qu'on a compris, on est sur un système où il y a 4 clans pour chaque élément. Et là, pendant des siècles, les 4 clans vivaient en paix, sauf que celui-là qui hérite du clan du feu a décidé de faire la guerre un peu en mode Avatar, avec... comment c'était, Zuko, je crois. Enfin bref. Donc du coup, il va décider de faire la guerre et de dominer les quatre clans. Donc il a pris en mariage plusieurs femmes, les femmes du clan de l'air, du clan de... il me reste quoi, la terre, et là il reste que la dernière héritière du clan de l'eau à devoir devenir épouse, mais elle ne veut évidemment pas devenir épouse parce qu'elle sait qu'elle va mourir après son mariage. Donc son but, à mon avis, ça va être une romantaisie. Elle va vouloir tuer son mari, mais vous vous en doutez, il va sûrement y avoir une romance, soit avec ce fameux mari, soit avec un garde du corps, ou je ne sais pas trop qui, mais voilà. Je pense qu'on est sur une romantaisie, et connaissant l'actrice, ça va être sûrement un peu dark. Voilà. Pour moi, ça va être sûrement ma limite. Donc, je vais essayer de mettre ce titre-là, et puis, si ça colle pas trop dans cette catégorie, tant pis, je ne lirai pas cette catégorie, parce que j'avoue que c'est pas trop mon kiff. Après, elle a fait une catégorie où c'est tout ce qui est conte, mythologie, revisité, enfin, ce genre-là, quoi. J'avais 2 possibilités, évidemment, j'ai choisi, allez, de mettre ça. Le 13e dieu, donc, comme le dit le titre, on est sur des divinités grecques, donc c'est une réécriture. On est sur Kratos, le 13e dieu de l'Olympe, qui a été enfermé pendant plus de 1000 ans dans le Tartare. Et quand il sort enfin du Tartare, il se rend compte que le monde, évidemment, en 1000 ans a énormément changé. Aussi bien les humains que les dieux, qui sont désormais beaucoup plus gentils, empathiques, et qui se mêlent à l'humanité. Et surtout la déesse qui l'a enfermé dans le Tartare, Artémis, elle aussi a énormément changé, mais lui, il lui en veut toujours, évidemment, il a la rancœur, parce qu'il n'est pas passé à autre chose en 1000 ans. Et eh bien, je suppose que ça va être une romantaisie entre les deux. J'ai un petit peu peur, je vous avoue, je le dis à chaque fois, mais parce que pour moi, Artémis, c'est la déesse, c'est une des 3 déesses de la chasteté. Donc, j'ai un peu de mal à avoir une romantaisie avec elle, mais... pourquoi pas, allons-y si c'est bien fait. Ensuite, elle a mis Beatlit ou Urban Fantasy, si je ne me trompe pas. Je vous avoue que elle est partie sur le fait d'avoir des vampires, des loups-garous, tatati tatata. Moi, je me suis dit, ça tombe bien, il y a un livre qui traîne dans ta palle depuis un petit moment avec des vampires, que tu t'acharnes à vouloir mettre à chaque fois dans tes pales, mais que tu ne lis pas. Donc, on va le remettre encore une fois, et on va espérer que cette fois-ci, ça sera la bonne. Tada! Donc, Le Roi Maudit et La Couronne Sanglante, le tome 2 des Couronnes de Niaxia. On est sur une romantaisie avec des vampires. On est dans un monde où il y a plusieurs clans de vampires. Il y a la déesse du coup de la mort qui surveille tout ça. Et dans le tome 1, on a le Kejarin. C'était une compétition, un peu en mode Hunger Games, où justement différents clans s'affrontent pour avoir le vœu de la déesse qui a lieu tous les 100 ans, je crois. Et ça peut rabattre les cartes, puisqu'au dernier Kejarin, justement, c'était un autre clan qui était roi. Et le gagnant, le roi actuel, a justement demandé à devenir le plus puissant, et donc, d'effet de co, par devenir le roi. Et là, nous, on va suivre une jeune femme qui est humaine et qui vit dans ce monde de vampires et qui est justement en proie à être souvent la proie de ses prédateurs. Et pour changer ça, elle décide justement que comme son père adoptif, le roi des vampires, en gros, elle lui doit tout, et bien de faire le Kejarin pour avoir le vœu de la déesse et pouvoir être transformée par elle en tant que vampire, puisque la transformation humain-vampire est beaucoup trop risquée. Lui ne veut pas son père adoptif la transformer en vampire parce qu'il a énormément peur de la perdre. Mais je trouve ça débile puisqu'il a invoqué Kejarin, elle avait affronté des millions de vampires, mais bon, c'est encore autre chose. Donc voilà, on suit ça, et évidemment, quand elle va faire les épreuves, il va y avoir un clan vampire, un gars d'un clan vampire adverse avec qui elle va passer un pacte, parce que vu qu'elle est une humaine parmi des vampires, elle sait très bien qu'elle va pas faire long feu, et du coup, ils vont passer les épreuves ensemble, et on verra bien ce qui va se passer. Ensuite, je ne vous spoile pas. Donc là, on est sur le tome 2, on est évidemment sur la suite du tome 1. Le tome 1 a fini en nœud de boudin, donc...
J'ai à la fois hâte et pas hâte parce que je vois que c'est un gros pavé et en même temps je sais que cette autrice dans le premier tome, ce que je lui reprochais c'est qu'il y a énormément de longueur. Donc là j'imagine que vu la pavasse il va y en avoir encore énormément, mais en même temps j'ai envie de finir cet arc parce que ça c'est une duologie et elle a commencé une autre duologie sur toujours le même univers mais cette fois-ci avec des personnages différents. Donc je me dis faut que je la finisse et au moins si je finis ce tome 2 je sais si j'arrête ou pas cette saga ou si je la continue. Ensuite elle est partie sur la catégorie saga, les sagas en cours, les suites de sagas. Donc je me suis dit t'en as quand même pas mal en cours, qu'est-ce que tu vas faire? Et comme je me dis potentiellement tu vas t'acheter toute la saga du clan Bennett en précommande en collector vu qu'ils sont censés ressortir au mois de mai, pourquoi pas du coup écouter en audio en attendant de recevoir mes exemplaires. Le tome 2, donc voilà, on est sur, du coup, c'est plus le chant du loup là du coup, c'est le chant du corbeau, si je me trompe pas. Donc dans le premier tome, on suit un jeune garçon qui est très clairement abandonné par son père à ses 12 ans et qui est pas très malin, je dois vous l'avouer, c'est vraiment quelqu'un de, comme on dirait, d'assez manuel, mais de pas très intellectuel malheureusement. Et bien du coup, il décide d'aider sa mère à payer les factures et donc de travailler dans le magasin, le garagiste, voilà, travailler chez le garagiste du coin. Et ce garagiste va le prendre d'affection, va le prendre sous son aile et va petit à petit l'aider en faisant à la fois ses études et à la fois en le faisant travailler pour avoir de l'argent pour payer les factures. Jusqu'au jour où, justement, à l'âge de ses 16 ans, des nouveaux venus arrivent dans la maison d'en face de chez lui et tout un clan, toute une famille débarque. Et il va y avoir, un phénomène qui se produit avec le plus jeune des enfants qui a 11 ans. Et ils vont tout de suite se lier d'amitié très fortement, mais la relation va évoluer tout au long. Et on est dans une romance MM, donc vous vous en doutez comment ça va avancer. Dans le tome 2, on suit deux autres personnes qui font partie de ce clan. Voilà. Et donc, j'ai hâte de voir leur histoire à eux. Je vous spoil pas pour pas vous dire, parce que, en fait, au fil du tome 1, il y a justement des petites choses qui sont... Il y a des petites pierres de touche comme ça qui sont mises pour voir qui va finir avec qui dans les tomes suivants. Donc là, dans le tome 2, je ne vais pas vous dire qui est qui, mais je suppute, au vu du titre, que ça va être justement le garagiste, le mentor, qui va avoir son histoire d'amour. Donc, voilà, j'ai hâte de lire ça. Même si ce sont des gros pavasses, c'est assez long, je vous avouerai, mais j'avoue qu'il écrit bien. Certaines personnes, en l'occurrence Cynthia, avaient peur que j'adhère pas trop, parce que c'est vrai que moi, je suis pas trop dans le contemplatif et tout ça. J'aime bien que les gens, ils vont droit au but. Donc elle avait peur que TJ Clown, ça ne fasse pas trop avec moi. Mais après, les personnages sont bien travaillés. J'aime beaucoup l'histoire. Donc c'est vrai que même si c'est un peu trop lent à mon goût, j'aime quand même bien ce que je lis. Donc voilà. Ensuite, l'avant-dernière catégorie, c'est dystopie, uchronie et je sais plus trop quoi. Mais moi, quand j'ai vu uchronie direct, je me suis dit... Ça, c'est parfait, puisque dans les lectures obligatoires que j'ai au mois de mai, il y a la nouvelle sortie de Victor Dixon, le Requiem des Sanguinaires, Vampiria. Évidemment, je suis obligée de le mettre dans cette catégorie, puisqu'on est en fait sur un roi soleil qui n'est pas mort en 1715, comme on connaît dans notre histoire, mais qui a été transformé en vampire. Donc nous sommes en France, toujours sous une monarchie, et on est toujours sous le règne de Louis XIV, mais non plus le roi soleil, mais le roi des ténèbres. Donc voilà, il a transformé en vampire la plupart de sa noblesse et évidemment les autres rois des autres royaumes qu'il a assujettis un peu en mode royaume vassaux. Et donc on suit dans la première trilogie Jeanne Froidelac, qui est une jeune femme qui fait partie, sa famille faisait partie de la Fronde, elle va être décimée sous ses yeux et donc du coup pour se venger, elle va monter à la capitale, elle va monter à Versailles pour devenir écuyère et faire partie de la Fronde pour tuer le roi. Vous allez suivre la trilogie et vous verrez ce qui va s'y passer. Et dans la deuxième... non, c'était une trilogie, mais bref. C'était censé être une trilogie aussi, mais visiblement ça sera une duologie. La deuxième partie, le deuxième arc, c'est Vampiria America. Et donc là, au lieu d'être en France, on part justement aux États-Unis. Et c'est pas encore les États-Unis justement, c'est les colonies anglaises, espagnoles et tout qu'on connaît dans notre histoire, et qui sont aussi sous le joug des vampires. On suit 6 Desperados, qui sont 6 personnes qui ont été abusées par le système et qui vont du coup s'unir ensemble pour faire un peu le casse du siècle, un peu en mode la Casa de Papel, mais version vampirique. Donc voilà, on va suivre ces 6 personnes, ces 6 humains qui vont essayer de tout casser. C'est assez chouette, je vous avouerai. Et là, visiblement, c'est le dernier tome, et je sais pas si c'est le dernier tome de la saga complète,
Donc du coup, est-ce que tous les arcs vont être réunis en un seul ou pas? Je ne suis pas sûre d'avoir trop bien compris à ce sujet-là, mais je vais quand même le lire parce que Victor Dixon, j'adore tout ce qu'il écrit. Donc je vais foncer, c'est tout. Et la dernière catégorie, c'est créatures fantastiques, donc toutes sortes de créatures fantastiques. Je vous avoue que ce tome-là, j'aurais aussi pu le mettre dans conte et tout ce qui est revisité et tout, mais je me suis dit, au niveau des créatures fantastiques, de toute manière, tu n'en as pas des tonnes, et celui-là, je vais aussi le lire en lecture commune avec une amie, donc rentre-le dans cette catégorie, il ira très bien. Je vais décider de lire Le Pacte des Profondeurs. On est sur une revisite de La Petite Sirène en version fantasy, romance, MM. Donc, au lieu que ce soit La Petite Sirène, ça sera un petit triton. Voilà. Donc, j'ai hâte de lire ça et de voir ce qu'il en est. On est justement en mot-clé fantasy MM, triton, conte reconverti. On est sur Malo et Théodore, visiblement. Et quand l'autrice nous en a parlé, elle nous a dit que ça partait à la base d'une fanfiction Drago et Harry. Et en fait, du coup, je suis repartie et puis j'ai totalement réécrit. Donc je me dis, pourquoi pas? Allons-y Guingamp. Donc on va être sur l'histoire, comme vous connaissez, de la petite sirène, justement, sûrement, le prince des tritons qui va tomber amoureux du prince humain. Et que c'est pas possible parce que voilà, le monde des humains et le monde des tritons ne se mélangent pas. Quelque chose comme ça. Donc je me dis, au niveau créature fantastique, les tritons, ça rentre totalement dans le game. Donc voilà, petite lecture. En plus que je dois faire en lecture commune avec Cynthia. Donc ça sera juste parfait. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, ça aide énormément au référencement. Si vous aussi vous comptez participer au challenge, n'hésitez pas à me le dire en commentaire et puis à me partager les titres que vous comptez lire. Si vous êtes trop timide, mettez des petites emojis, moi je sais pas, vampire, sirène, fée, tout ce que vous voulez en émoticône dans les commentaires. Et puis évidemment, si vous souhaitez voir le reste de mes vidéos, n'hésitez pas à vous abonner. Moi j'espère que tout va bien pour vous, que vous faites de bonnes lectures, que vous passez des bons moments et je vous fais tout plein de gros bisous.